En l'occurrence, on était vraiment pionniers dans cette réponse qui était de faire en sorte que s'emboîtent davantage les différentes filières sans perdre leur spécificité et que s'intègrent dans les contenus des apports académiques. Bonjour, je suis Michèle Bouleg. J'ai connu cette maison dans les années 87, de 87 à 90 à peu près. Et puis sans doute on s'est bien entendu puisqu'on est venu me rechercher alors que j'avais quitté ces fonctions pour d'autres aventures professionnelles pour être au conseil d'administration de l'Institut Montrouge-Neuilly et j'y suis encore comme vice-présidente. Alors voilà qu'on me demande de préciser, d'exposer mon expérience à Montrouge dans ces fameuses années entre 1987 et 1990. Ça correspondait à une époque où le secteur de l'action sociale était en mouvement. Je ne dirais pas en ébullition, mais vraiment en mouvement. Pourquoi? Parce que on se posait des questions sur les effets d'une approche en tuyau d'orgue à travers les différents métiers qui avaient su se développer, chacun répondant d'ailleurs à une demande particulièrement bien justifiée à partir de 1945, on pourrait dire. Se posait aussi la question de l'articulation entre l'action de l'État et les collectivités territoriales. La décentralisation était actée et donc impactait directement la mise en œuvre de l'action sociale puisque c'était une compétence transférée au département. Et donc là encore, beaucoup d'interrogations, en même temps qu'était évident la montée en puissance des complexités qui prenait de front l'ensemble des professions du secteur sanitaire et social avec une importante prise de conscience de la nécessaire montée en puissance en matière de maîtrise des savoirs académiques, peut-être davantage, les diversifier, tout en ayant une saisie de plus en plus fine et partagée des enjeux du terrain et des attentes d'un public dont on comprenait de plus en plus qu'ils n'étaient pas usagers, mais acteurs de leur propre destin. Et que tout cela interpellait directement les travailleurs sociaux, avec évidemment une répercussion immédiate sur le contenu des formations et sur les pratiques pédagogiques, de manière à ce que les jeunes diplômés soient en capacité d'assumer avec carrure et maturité ces exigences renforcées. Alors, il faut dire aussi qu'on était en pleine construction européenne et on voyait bien qu'au l'entour, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie avaient leurs propres réponses en la matière et avaient davantage misé sur des formations universitaires, la France en l'occurrence étant beaucoup plus originale avec ses formations professionnelles. Et ceci près qu'on pouvait se demander si des offres d'emploi diffusées à l'échelle européenne pouvaient amener les collectivités territoriales, pour être sûres d'avoir des réponses de bon calibre, miser davantage sur des cadres universitaires et de renvoyer aux travailleurs sociaux à la française, pourrions dire, des fonctions dites de techniciens. Et ça nous paraissait tout à fait préjudiciable, d'une part à la qualité de l'approche et d'autre part à l'avenir des professions elles-mêmes pour ce qui était du territoire national. Donc il nous paraissait flagrant qu'il convenait de reconsidérer les contenus et la pédagogie de manière à pouvoir monter en puissance et intégrer des connaissances académiques, peut-être davantage que ce n'était le cas. C'était donc des interpellations importantes et qui devaient amener aussi à une exigence envoyée par les collectivités territoriales d'une simplification des approches, de manière à ce que sur le terrain, les coordinations soient plus effectives, plus efficaces. Alors, quelle réponse apporter? À la réponse de Montrouge a été novatrice. En l'occurrence, on était vraiment pionniers dans cette réponse qui était de faire en sorte que s'emboîtent davantage les différentes filières sans perdre leur spécificité et que s'intègrent dans les contenus des apports académiques. Et donc le chantier auquel je me suis attelée en arrivant, c'était cela, c'est-à-dire de travailler avec les filières à l'œuvre à Montrouge, c'est-à-dire formation d'éducateurs spécialisés, assistantes sociales, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs de jeunes enfants, de faire en sorte qu'on voit ensemble ce qui pouvait être emboîté, ce qui restait spécifique et ce qui pouvait être
ouvert à des contenus universitaires. Je dois dire que ça s'est fait avec bonne volonté, avec finesse, avec une bonne compréhension des enjeux de terrain et avec assez de perspicacité par rapport à l'intérêt que l'université pouvait éprouver à l'égard de cette ouverture à leurs enseignements. Pour ce qui est de Montrouge, on a opté pour le droit parce qu'il nous semblait qu'il y avait à être plus musclé dans tout ce qui permettait d'équiper les travailleurs sociaux en matière d'accès au droit. Voilà comment on a travaillé et en 3 ans, finalement, quand je suis partie, la maquette était faite. Les conditions d'un partenariat avec Villetaneuse étaient bordées et donc c'était, je ne dirais pas forcément en ordre de marche, mais on pouvait se lancer dans une expérimentation. On a tiré le maximum, on peut dire, parce que ça s'est construit à partir de cette expérience. Vous le comprenez que c'est une expérience qui s'est faite avec opiniâtreté, avec des interrogations, avec des doutes, des avancées enthousiasmantes, des rencontres parfois épineuses. Mais en même temps, ça nous a aguerris, parce qu'on faisait que commencer le chemin. Nous n'étions qu'au premier chapitre de l'histoire qui d'ailleurs se poursuit d'une façon fort intéressante et qui démontre, rétrospectivement parlant, que Montrouge a eu raison d'être pionnier parce que franchement la suite non seulement nous donne raison mais on a été imité, donc ça veut dire qu'on n'avait pas tort. Dans le même temps, alors que c'était quand même bien occupant, on s'est intéressé de voir comment amener Montrouge à être dans le mouvement à son tour, mais dans le mouvement en tant qu'institution. Il y avait de quoi faire puisque nous abordions des unités prestigieuses de l'INSERM. Vous vous souvenez, tout le monde a en tête le rôle éminent de Stanislas Tomkiewicz. On avait aussi le collège coopératif qui était non moins éminent dans tout ce qui est recherche-action. Et donc, tout ça était hébergé, mais sans qu'il y ait véritablement d'interaction entre les formations développées et on pourrait dire ces locataires, mais c'était plus que des locataires. Et n'oublions pas aussi qu'il y avait sur le toit de l'Institut une crèche qui accueillait des enfants extrêmement handicapés, qui était, je crois, assez unique en France, et ce qui amenait dans la maison un personnage médical de très haut niveau. Et donc, ça ne circulait pas tellement. Les gens se connaissaient, s'appréciaient, mais sans qu'il y ait d'interpénétration professionnelle et de réflexion quant au contenu. Donc, on a essayé de voir comment coudre cela de façon plus efficace, plus fluide, de façon sympathique. Donc, on a créé les dîners de Montrouge. Donc, tous les jeudis soirs, on tenait table ouverte pour une vingtaine d'invités et on avait un thème. C'était fort intéressant. C'était introduit par une petite conférence, on en débattait, on avait des conclusions sur on en fait quoi plus tard. Une autre façon qu'on a adoptée pour créer cette ouverture, c'était s'ouvrir à la créativité, à l'expression. C'est comme ça que Montrouge a accueilli un théâtre de Montrouge et on leur a ménagé une aile de l'Institut où ils ont fonctionné très très bien avec des spectacles offerts aux étudiants, en intégrant parfois des étudiants dans leur troupe selon la nature des spectacles. Et ça a été une expérience dynamique. On a eu également une autre façon de vouloir faire cette ouverture en accueillant pendant 1 an une artiste, sculpteur, architecte de formation, sculpteur, peintre, qui a accepté de travailler 1 an à l'Institut. Son atelier ouvert, c'était la consigne à tous les formateurs, à tous les étudiants à tout moment, pour qu'elle explique sa création, son processus de création, et qu'elle laisse à la maison ce qu'elle avait réalisé à travers ce qu'elle avait compris de la personnalité de l'Institut, de son fonctionnement, une espèce de témoignage de l'Institut, et c'était une expérience tout à fait originale. Pendant ce temps-là, la maison tournait. Et on recevait du monde. On avait également, c'était aussi une nécessité, on avait commencé à développer la formation continue. On avait tout à fait compris que c'était de cette façon-là que Montrouge pourrait se donner un peu d'air financier, et Dieu sait qu'on en avait besoin. Et donc, il fallait développer des ressources et être en même temps très économe. Et donc, ça supposait aussi des pressions sur les locaux.
À partir du moment où on fait de la formation continue, qu'on veut accueillir, on n'a quand même pas intérêt à avoir les peintures qui s'écaillent et les chasses d'eau qui fuient. Et donc tout ça, ce travail-là de maintien en état de façon honorable des locaux, tout ça a été porté de main de maître par une femme à qui je dois une reconnaissance éternelle parce qu'elle m'a beaucoup épaulée. Je vais parler de Danielle Ligui, qui était l'intendante de l'Institut et qui connaissait la maison sur le bout du doigt et qui était vigilante en tout point avec un esprit constructif, positif, bienveillant, de manière à ce que les travaux se fassent en gênant le moins possible, en tenant compte des contraintes pédagogiques. On a développé aussi un équipement audio, visuel qu'il n'y avait pas avant. Il fallait aussi gérer ça, protéger le matériel. Il a fallu créer une pièce coffre-fort, toutes choses qui ont été inventées petit à petit. Et c'est vraiment avec Danielle Ligui qu'on a créé les conditions d'un équipement matériel honorable. Elle a encore toute ma reconnaissance. Donc vous voyez, il fallait quand même être tout à fait au four et au moulin dans les conditions les plus inattendues et avoir les réponses. Et tout ça s'est fait, faut dire, avec bonne volonté et parfois avec plutôt de l'humour pour que tout ça fonctionne de façon la plus fluide. Bon souvenir finalement.